Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Nous reviendrons dans un instant sur l'investissement dans les pièces de monnaie et plus particulièrement sur les innovations, les évolutions que l'on peut voir dans certaines pièces de monnaie de collection éditées notamment par la Monnaie de Paris. Nous aurons le plaisir de recevoir donc Marc Schwartz, le PDG de la Monnaie de Paris. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui se posera la question de l'investissement immobilier en Pinel en 2024, alors que ce sera la dernière année d'un investissement Pinel classique qui aura déjà évolué par rapport à ce que l'on pouvait faire en 2023. Une question que nous poserons à Arnaud Groussac, président de Patrimoine Store, mais aussi Mathieu Berthaud, directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons le point avec Marc Lefebvre, le président de la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, sur l'évolution des investisseurs individuels et l'arrivée d'une nouvelle typologie d'investisseurs individuels. Ce sera donc la troisième partie de Smart Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau. Et c'est parti donc pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous allons dans cette émission parler d'investissement dans des pièces de monnaie et pas n'importe lesquelles, dans des pièces de monnaie éditées par la Monnaie de Paris qui édite de nombreuses collections de monnaie d'investissement et qui vient de sortir une pièce de monnaie connectée. Nous allons vous en dire un peu plus tout de suite avec Marc Schwartz. Bonjour Marc Schwartz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes le PDG de la Monnaie de Paris et vous venez de sortir une nouvelle collection. Alors je ne sais pas si on peut parler de collection parce que c'est un élément pour le moment, une pièce de monnaie pour le moment, en hommage à Gustave Eiffel qui est connectée. Absolument, c'est une première mondiale et nous sommes très heureux d'être la première monnaie au monde à avoir édité une pièce de monnaie connectée, c'est-à-dire une pièce de monnaie qui peut être connectée par l'intermédiaire d'une puce. C'est une puce NFC, c'est exactement la même technologie que celle qui existe dans votre carte de crédit, dans votre carte de paiement quand vous payez en sans contact. En sans contact, oui. Et nous avons réussi quelque chose qui est véritablement un exploit technique, qui est une prouesse, c'est de mettre cette puce avec son antenne à l'intérieur d'une pièce de monnaie. D'accord. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une prouesse et un exploit technique? Tout simplement parce que le plus grand ennemi de la technologie NFC, c'est le métal. Donc quand vous mettez une puce avec une antenne dans un environnement qui est entièrement métallique, la probabilité que ça fonctionne est tout de même assez faible. Bien sûr, et on voit même d'ailleurs des protections pour les cartes de crédit qui sont justement en métal. Comment on fait alors pour outrepasser? On fait une pièce qui n'est pas en métal? Alors, on fait une pièce en métal. D'accord. C'était ça le brief, comme on dit, Brigitte, parce que sinon ça n'aurait pas été très amusant. Et c'est en quoi? C'est une pièce en quoi? En argent du coup? C'est une pièce en argent. D'accord. Une pièce en argent pur. Donc on fait une pièce de monnaie. On prépare à l'intérieur de cette pièce de monnaie une petite cavité, on ménage une petite cavité, on installe la puce et son antenne dans cette cavité et on recouvre la petite puce d'une partie qui est en résine, qui est colorée, d'une couleur rouge, c'est la couleur d'origine de la Tour Eiffel. Bien sûr. Et je peux vous dire que ça a été plus d'un an et demi de travail au sein de nos équipes de recherche et développement et d'innovation. Une pièce qui a été créée pour rendre hommage à l'esprit d'innovation de Gustave Eiffel. Pourquoi ce choix, Marc Schwartz? Alors, nous sommes sur Bismart TV, qui est le média des audacieux. Bien sûr, oui. Eh bien, Gustave Eiffel était un très grand audacieux. C'est un ingénieur français exceptionnel dont nous célébrons en effet le centenaire de la disparition. Il a disparu le 27 décembre 1923, donc à quelques jours, ça fait tout juste 100 ans, et qui a laissé un patrimoine, une marque, une trace exceptionnelle. La Tour Eiffel, on le sait, est le monument de Paris qui est le plus connu dans le monde entier, le monument français qui est le plus connu dans le monde entier. Vous allez n'importe où, vous demandez, vous parlez à dans le monde entier à des personnes, quand vous leur demandez de parler de Paris, ils vous parlent de la Tour Eiffel. Bien sûr, oui. C'est ce qui vient en premier. Et nous avons voulu, nous inscrire dans ces pas, et à l'occasion de ce centenaire de sa disparition, également rechercher quelque chose qui était une innovation. Et en effet, cette pièce connectée qui permet d'accéder en fait à un certificat numérique. C'était la question que j'allais vous poser. Pourquoi connecter une pièce de monnaie et d'autant plus une pièce de collection ou d'investissement? Pour une raison simple, c'est que d'abord, je crois que nous nous devons d'être à la pointe de l'innovation. Et nous sommes aujourd'hui dans le domaine de la monnaie,
Nous fabriquons, nous, de la monnaie physique, des pièces de monnaie, Bien sûr. qui, avec les billets, forment ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui reste d'ailleurs un instrument de paiement, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est très apprécié des Français et qui crée, comme son nom l'indique, de la confiance, parce que c'est une monnaie qui est émise par la Banque centrale. Mais nous sommes, nous, dans la monnaie physique. Or, aujourd'hui, la monnaie se dématérialise. Les moyens de paiement sont de plus en plus numériques. Vous utilisez la carte sans contact pour payer, Bien sûr. vous utilisez le téléphone portable, vous utilisez la montre connectée pour payer, et ce de plus en plus. Et donc, je considérais qu'il fallait que nous, en tant qu'institution, qui est, comme vous le savez, qui a une certaine histoire derrière elle, Bien sûr, l'ancienne institution de France, 12 siècles d'existence, nous devions nous situer dans la modernité et nous devions investir le monde du numérique. Nous l'avons fait pour la première fois juste avant l'été. Dans le domaine artistique, nous avons un musée également à la Monnaie de Paris, par l'édition d'un NFT artistique, Bien qui a sûr. eu un grand succès. Et la deuxième étape, c'est ce que nous proposons ici, c'est-à-dire qu'au fond, du certificat qui accompagne toutes les pièces de collection, toutes les monnaies de collection, Certificat qui est papier. un certificat papier, qui est un morceau de papier, nous faisons un certificat, qui est entièrement numérique et qui vous permet aussi, si vous le souhaitez, de vous enregistrer dans la blockchain pour certifier que vous êtes, vous, Nicolas, le propriétaire de cette pièce de monnaie D'accord, je et comprends. l'unique propriétaire de cette pièce de monnaie. Et ça veut dire que, en fait, c'est une pièce de monnaie qui conserve avec elle son certificat d'authentification quelque part. C'est exactement ça. Elle a en quelque sorte sa carte d'identité numérique D'accord. qui est à l'intérieur de la pièce et qui l'accompagne. Et pour autant, on peut l'enregistrer sur une blockchain si on veut une double authentification par ailleurs. Alors, c'est une authentification qui est absolument certifiée par D'accord. la technologie de la blockchain. Vous recevrez un numéro qui est un numéro unique. Si demain vous voulez la céder à quelqu'un, vous pouvez transférer ce certificat de propriété, D'accord. ce qui offre des avantages aussi en termes de traçabilité. Si on veut savoir ce que font nos Bien sûr. objets de collection, nos monnaies, et c'est la première fois qu'on réussit à faire ça dans le monde. Alors, peut-être qu'on peut la montrer, je ne sais pas ce que ça donnera au niveau des éclairages, mais on peut montrer effectivement la pièce de monnaie. Donc ça, c'est cette pièce de monnaie. Voici la pièce, et vous voyez qu'au centre de cette pièce, il y a ce petit rond qui est légèrement coloré en rouge. Et bien, sous ce petit rond coloré en rouge, il y a le certificat, qui est le certificat numérique avec la puce NFC. Et lorsqu'on approche son téléphone portable de la pièce, D'accord. exactement comme lorsque vous faites vos courses, vous allez au supermarché et vous payez avec votre téléphone portable, vous voyez apparaître le certificat de la pièce, c'est-à-dire les éléments, sa carte d'identité, Bien sûr. les éléments essentiels, son poids, sa taille, ses caractéristiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous devez vous enregistrer en donnant simplement votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Mais ça n'est pas une obligation. Je le dis parce que c'est important pour certains collectionneurs. Certains collectionneurs ne voudront pas aller dans cette direction. Ils préféreront rester complètement anonymes et ne pas s'identifier. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. 1923 exemplaires de cette pièce connectée, si je ne dis pas de bêtises. Ça a Absolument. un lien avec l'année 1923, par exemple, On ne peut rien vous cacher. C'est exactement ça. qui est l'année de la Qui est l'année de la disparition disparition de Gustave Eiffel. de Gustave Eiffel. 27 décembre 1923. C'est un premier test avec 1923 exemplaires et l'idée de peut-être poursuivre par la suite des pièces de monnaie connectées, ou ça reste un événement ponctuel dans l'histoire de la monnaie de Paris, dans un premier temps en tout cas? Alors, d'abord, quand on édite des monnaies de collection, on cherche toujours la rareté. Bien sûr. Les collectionneurs cherchent la rareté, hein, c'est l'essence même de la collection. Donc il ne faut pas que le nombre de pièces soit trop élevé. Par ailleurs, pour répondre, Nicolas, plus directement à votre question, pour moi c'est une étape. C'est-à-dire que nous avons émis un NFT il y a quelques mois, plusieurs NFT d'ailleurs, dans le domaine artistique. Nous avons le certificat numérique et on sait que dans l'univers numérique, la certification est quelque chose de très important. Parce qu'il faut apporter la preuve de la réalité ou l'unicité d'un objet. Et il y aura d'autres étapes, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais Bien sûr. j'en ai l'envie forte, je ne peux pas. Il y a donc d'autres projets. Il y a donc d'autres projets pour l'année 2024 dont je vous parlerai la prochaine fois que vous m'inviterez sur votre plateau. Avec grand plaisir, Marc Schwartz. Merci en tout cas d'être venu nous présenter cette pièce connectée. Donc c'est 25 € argent, valeur faciale 280 €, c'est ça? Alors valeur faciale 25 €, c'est la D'accord. valeur faciale qui est inscrite sur la pièce, et le prix c'est 280 €, et il en reste quelques-unes. Donc si je puis me permettre, si ça vous intéresse, Nicolas, ou tous les téléspectateurs de Bismart TV, ne perdez pas trop de temps, allez sur le site internet de la Monnaie de Paris, monnaiedeparis.fr. Merci beaucoup Marc Schwartz. Je rappelle que vous êtes le PDG de la Monnaie de Paris. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. C'est la dernière année où les investisseurs peuvent faire des investissements Pinel ou Pinel Plus. Les deux dispositifs s'arrêteront à fin 2024. Une raison pour se poser la question aujourd'hui de la stratégie ou de la manière d'aborder cet investissement. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Berthaud tout d'abord. Bonjour Mathieu Berthaud. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Mon Partenaire Patrimoine et à vos côtés pour en parler également Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président de Patrimoine Store. Merci d'être avec nous physiquement aujourd'hui. D'habitude on se voit en duplex, mais on a la chance de vous avoir en plateau aujourd'hui. On va commencer avec vous Arnaud Groussac. Le Pinel, vous connaissez bien, c'est une de vos spécialités. On a vu des évolutions sur ce dispositif. Le Pinel 2024 n'est pas le même que le Pinel 2023. Les pourcentages ont été légèrement évolué et le Pinel 2024 n'est pas non plus le Pinel Plus. Donc il y a deux dispositifs encore en cours cette année 2024. Exactement. Le Pinel 2024 et le Pinel Plus. Comment on différencie les deux ? Alors tout simplement, on va dire que la structure de la loi est la même. Le Pinel Plus accompagne la transition écologique de manière plus importante en bonifiant les logements sur la dernière norme énergétique, donc la RE 2020. Et tous les programmes dits ancienne génération, donc RT 2012, eux, sont dans la Pinel classique. D'accord. Et donc, eux, pour accompagner cette transition, ont un gain fiscal qui réduit au fur et à mesure du temps depuis les 2 dernières années. En revanche, pour tout le reste, que ce soit les zonages, les plafonds de loyer, les conditions de ressources, il n'y a rien qui change. C'est vraiment uniquement la norme thermique qui fait foi. Et donc le gain fiscal associé à la norme thermique. Exactement. Est-ce qu'il faut voir ça comme une incitation, alors même si ça s'arrête à la fin de l'année, mais à aller plus vers du Pinel Plus que du Pinel classique, ou c'est deux stratégies différentes ? C'était l'objectif du gouvernement. C'est-à-dire il y a 2 ans, quand ils ont créé la Pinel Plus, ou 2 ans et demi maintenant, c'était l'objectif. En réalité, aujourd'hui, sur le terrain, c'est beaucoup moins évident. D'accord. Pourquoi ? Parce que le surcoût de la Pinel Plus, il faut arriver à le compenser. Et aujourd'hui, le surcoût d'investissement sur un Pinel Plus... Parce que ça coûte plus cher. Donc il y a un gain fiscal plus conséquent, mais ça coûte plus cher, effectivement, d'être aux dernières normes, effectivement, en matière énergétique. Exactement. D'accord. Et comme je vous disais juste avant, les plafonds de loyer étant les mêmes, c'est donc pas sur la rentabilité locative que vous allez faire votre gain. Bien sûr. Si vous achetez plus cher, avec l'impact des taux d'intérêt, les 3 ou 4% de gains fiscal peuvent être vite compensés. Alors, il y aura un peu plus d'écart sur cette année, sur 2024. Mais c'est vrai que globalement, aujourd'hui, sur les projets, ça va plutôt être l'aspiration du client qui va faire que purement une différence de rentabilité. Pourquoi, avant de rentrer dans vos convictions l'un et l'autre sur effectivement la stratégie qu'on peut avoir vis-à-vis du Pinel, Arnaud Groussac, pourquoi est-ce qu'ils arrêtent le Pinel fin 2024 ? C'est une excellente question, mais on peut faire une émission de 2 heures si vous voulez. Mais en une minute. En une minute, il ne faut pas se cacher, c'est la suppression des niches fiscales et faire des économies, ce qui, à notre sens, nous, professionnels, est une hérésie parce qu'on n'accompagne pas le logement, on n'accompagne pas le besoin de logement. Mais clairement, la vraie raison, c'est la suppression des niches fiscales. On veut taper sur la réduction d'impôts. On le voit d'ailleurs pas que sur l'immobilier, on le voit aujourd'hui, c'est un sport sur pas mal de petites niches fiscales. Voilà, ils ont fait ce choix-là, ils vont s'attaquer certainement, ils vont revenir sur le meublé l'année prochaine. Ça correspond à ce souhait de réduire les niches fiscales, très clairement. Mais en tout cas, pas d'accompagner la transition écologique. Mathieu Berthaud, quelle stratégie en 2024 vis-à-vis de l'investissement Pinel ? Alors on rappelle, c'est un investissement locatif, on fait des travaux qui correspondent à certaines normes, ensuite on le loue dans des zones où il y a une forte demande normalement en logement et on a un gain fiscal. Quelle stratégie on peut avoir vis-à-vis de ça ? Alors nous on l'appréhende plutôt comme un investissement immobilier avec un statut spécifique pour la loi Pinel. Mais globalement, la stratégie d'investissement immobilier pour 2024, elle risque d'être un peu tendue parce qu'il ne vous aura pas échappé que le marché s'est tendu. Il embarque naturellement en investissement immobilier un certain nombre de contraintes, d'illiquidité dans le patrimoine, d'enjeux à la revente. Et avec la loi Pinel, compte tenu des contraintes de zonage, d'engagement de durée de location, sur les ressources des locataires, les loyers, etc., ça ajoute des contraintes en plus. Donc, le gros enjeu, c'est pas de se dire est-ce que Pinel c'est bien ou c'est pas bien, c'est est-ce qu'il y a encore la possibilité de faire des investissements Pinel avec un vrai retour sur investissement et qui soit valable d'un point de vue patrimonial. Le sujet, c'est retour sur investissement de l'acquisition immobilière dans ces zones-là particulières qui sont des zones dans lesquelles on a envie effectivement de pousser la construction immobilière, c'est ça ? Oui, et donc il y a peut-être un peu moins de demandes, c'est ça qu'il faut comprendre ? Alors, c'est surtout que nous, on le voit avec un enjeu à la sortie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on réalise son patrimoine et son investissement,
d'investissement. Donc il y a forcément un enjeu à la sortie. Et puis on sait qu'une bonne vente, c'est d'abord un bon achat. Bien sûr. Oui. Et donc là, l'enjeu, il est là. C'est aujourd'hui très sélectif dans le choix des programmes qu'il peut y avoir et des régions. Effectivement, on en discutait à l'instant. C'est vrai que les régions qui peuvent être à potentiel il y a 2 ou 3 ans sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. D'accord. Donc il faut être extrêmement sélectif dans une vue patrimoniale, encore une fois. Et on l'aborde d'un point de vue d'un investissement immobilier et pas d'un investissement défiscalisant. C'est ça ce que vous nous dites, d'accord ? C'est ça. Alors nous, on proscrit le terme de défiscalisation en général parce que qu'on parle d'investissement immobilier avec un cadre fiscal spécifique, mais c'est le cas du Pinel, mais aussi par exemple en épargne retraite, quand on parle du PER et de l'intérêt de l'avantage fiscal à l'entrée, on n'est pas là pour faire de la défiscalisation. On a d'abord un projet d'épargne retraite ou un projet d'investissement immobilier, c'est ça qui est porteur. L'avantage fiscal à l'entrée ou à la sortie, c'est du bonus et il faut surtout éviter le risque de se dire j'aurais pas fait cet investissement s'il n'y avait pas eu l'avantage fiscal. Sinon, c'est qu'on ne fait pas un bon investissement. Arnaud Groussac, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questionnements sur le Pinel il y a quelques mois et parmi les arguments anti-Pinel revenait souvent le sujet de oui, effectivement, on a un gain fiscal, mais on n'arrive pas à revendre au prix auquel on a acheté au début. Alors, il y a des milliers de programmes Pinel, des milliers d'experts Pinel qui vendent des choses différentes. Comment on fait le choix ? Comment on construit une stratégie où on est sûr, effectivement, de gérer son patrimoine correctement ? Alors c'est une excellente question. Effectivement, aujourd'hui, je pense que le marché, avec ce qui se passe, a perdu beaucoup en visibilité et en lisibilité pour le client final. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de venir débriefer ce marché-là et de venir comprendre l'utilité. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs sur la Pinel Plus, par aubaine de rentabilité. On a des petites villes secondaires, je ne vais pas en citer parce que je veux froisser personne, mais qui étaient vraiment plutôt à l'arrêt, qui représentent une opportunité en Pinel Plus parce qu'en Pinel Plus, elles sont à moins de 4 000 € le mètre. D'accord. Sauf que si on recentre par rapport à leur marché, on achète presque 2 fois le marché. Donc n'achetez pas. D'accord, parce qu'on achète trop cher, enfin, dans certaines régions. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'effectivement, la transition écologique n'étant pas accompagnée, vous ne pouvez pas, à la seule vue du gain fiscal, subventionner des coûts de construction du promoteur qui ont explosé. Et ça, c'est une vue de l'esprit pour personne. Les promoteurs, entre les coûts de construction et les frais financiers, ont vu leurs coûts exploser. Bien sûr. Ils ne peuvent pas baisser les prix. Donc, ils peuvent faire des petites remises par-ci, par-là. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour le client final de se projeter. Vous avez des petites niches comme le Pinel. Parce que le risque, ce serait d'acheter trop cher en lien avec les coûts de construction et le respect des normes par rapport au marché dans lequel on construit ces logements. Aujourd'hui, c'est la valorisation que l'on va apporter à ce marché. Effectivement, on est aux dernières normes. Donc aujourd'hui, oui, on a une vraie valorisation sociétale. Qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, on n'aura pas du passif partout et que du coup, le RE 2020 qu'on aura acheté cher ne sera plus à la mode. Alors, il faut rationaliser, mais moi, il y a une chose qui me plaît dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on revient sur du temps long en immobilier. Et ça fait 4 ans ou 5 ans que vous avez des vendeurs de formation, que vous avez des sociétés qui vendent l'immobilier en court terme. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais été le cas. Donc effectivement, si vous matérialisez votre investissement sur du 9, 15 ans, voire 20 ans, moi, j'ai aucun problème à dire à mes clients que si dans 9 ans, le marché n'est pas bien orienté, vous continuez de le louer. On finit la loi Pinel, on déplafonne le loyer et vous continuez de le louer. Et si vous l'abordez comme ça, vous allez être beaucoup plus zen. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même constater qu'on a une pénurie de logements délirante et que même si votre prix n'est pas bien orienté et que si vous revendez, vous perdez 20 000 €, gardez-le. Déplafonné, vous allez le louer en 3 minutes, quelle que soit la ville. Aujourd'hui, vous avez, dans la loi Pinel, ils ont fait remonter beaucoup de communes, par exemple Bordeaux, que je connais très bien, et passer de la zone B1 à la zone A. Mais encore heureux, c'est une ville qui soutient plus de 5 000 € du mètre. Vous ne pouvez pas louer à 10 € du mètre carré, c'est intenable pour l'investisseur. Voilà. Et donc aujourd'hui, le marché de l'ancien à Bordeaux, vous louez un T2 à 850 €. Voilà, donc forcément que c'est plus rentable de faire un ancien qu'un Pinel. C'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant. Mais alors, peut-être pour Mathieu Berthaud, mais comment bien acheter en 2024 en Pinel ? Parce que la question, c'est on ne va pas attendre effectivement de voir... on ne pourra plus le faire en 2025 ou 2026. Si on veut le faire, comment on fait pour bien acheter en Pinel ? Vous avez des éléments de réponse chez mon partenaire patrimoine, ou en tout cas des questions à se poser ? Alors, pour nous, vraiment, encore une fois, c'est vraiment le principe d'investir avec une vue patrimoniale. Donc, je rejoins exactement ce que dit Arnaud à l'instant. C'est s'il faut
faut dépasser l'engagement de location de 9 ans ou 12 ans. Il ne faut absolument pas que ce soit un frein dans l'investissement. D'accord. Donc, ce qui va être... D'où le fait de l'aborder comme un investissement immobilier classique. Exactement. D'accord. Alors nous, ce serait notre démarche, parce que c'est notre démarche naturelle, et de se positionner sur un temps long. Et effectivement, ça va être de regarder quoi en premier lieu. Encore une fois, on ne réinvente pas la poudre, ça va être l'emplacement. Et effectivement, est-ce qu'on ne va pas surpayer un bien au regard aussi, par exemple, des enjeux de performance énergétique, si on se place à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et clairement, ça va être la zone qui va être... à notre avis. L'emplacement. Voilà, encore une fois. Comme pour l'immobilier de commerce. Exactement. Après, dans l'éducation client, si on doit donner des normes aujourd'hui pour leur donner des repères, prenez votre Pinel Plus, comparez à un bien dans l'ancien en normes thermiques à peu près équivalentes. Globalement, si vous êtes sur un bien ancien en C et que vous avez du simple au double en prix, il ne faut pas y aller. D'accord. Si vous admettez du 30 à 40% de plus parce que, pour deux raisons, un, c'est du neuf, c'est la dernière norme, mais surtout, dans la lecture, vous avez la commission du vendeur qui est intégrée dans le prix, dans le neuf, contrairement à l'ancien où elle est en plus. Vous allez avoir une norme qui est acceptable. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez un trop gros écart, ça ne va pas le faire. Après, on peut s'amuser aussi à donner à des clients. Si vous voulez faire le pari d'une passoire thermique pour comparer par rapport à du neuf, aujourd'hui, on a à peu près les chiffres. Vous prenez du D ou du E, on va dire. Là, on parle de DPE. Voilà, exactement, sur le DPE. Vous prenez du E, vous rajoutez 40 000 euros, entre 30 et 40 000 euros suivant la surface de votre appartement, pour monter d'une lettre à chaque fois, et vous voyez où vous tombez en termes de prix. Donc si vous êtes à 100 000 plus 4 lettres à passer à 30 000 euros, ça fait 220 000 euros. D'accord. Oui, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas comparer des prix. Enfin, il faut que les prix au mètre carré soient comparables. Exactement. Il faut que ça prenne tout en compte. D'accord. Exactement. Et aujourd'hui, la grande force des programmes, alors RT 2012 ou RE 2020, parce que la 2012 est déjà très performante en normes thermiques. On est sur du B en normes en DPE, donc on est très performant. Mais aujourd'hui, les coûts de rénovation coûtent tellement cher que ça perd aussi le client. Et vous avez beaucoup de clients investisseurs qui nous disent on va investir dans une passoire thermique et faire les travaux. Bah oui, mais vous allez voir qu'en termes de prix, vous allez sortir au même prix. Donc si vous avez très peu de gap au final entre ça, vous pouvez acheter votre Pinel. C'est que vous avez un Pinel qui est cohérent par rapport à son marché. Mathieu Berthaud, mon partenaire patrimoine, ne fait pas que de l'investissement immobilier, que du Pinel. Pour autant, est-ce que... c'est un investissement immobilier qui est largement commenté dans les médias. Est-ce que ça revient souvent dans les échanges que vous pouvez avoir avec des épargnants qui se posent la question de comment optimiser ou diversifier leur patrimoine ? Oui, alors c'est vrai que la partie immergée de l'iceberg, c'est souvent l'avantage fiscal, en disant est-ce que la contrepartie que j'ai sur l'engagement de durée de location ou sur le zonage, je le retrouve en termes d'avantage fiscal à l'entrée. Et c'est vrai que comme par rabotage successif, on voit que ça commence à devenir peau de chagrin, du coup, les clients se posent un peu plus des questions. Mais en fait, il faut se la poser, quel que soit le niveau d'avantage fiscal. Après, il faut surtout regarder quel est l'objectif de l'immobilier qu'on veut porter. Si on est sur de l'immobilier locatif, il y a d'autres formules qui peuvent être intéressantes. La location meublée non professionnelle, par exemple, qui a aussi... pas retouché. Voilà, c'est ce que vous disiez effectivement, tout à l'heure, à juste titre. Donc, il n'y a pas de hasard. Cette année, ils vont y revenir l'année prochaine. Il n'y a pas de hasard. Si c'est intéressant, est-ce que ça va rester intéressant longtemps ? Mais ça peut être une formule qui a du sens. Après, si on est vraiment dans du patrimonial, il y a une formule qu'on aime beaucoup, c'est la vente, l'immobilier en démembrement de propriété. On achète la nue propriété. Là, la formule est très intéressante parce qu'effectivement, on se positionne sur un temps long, plutôt au moins 15 ans. Et on va vraiment avoir une décote à l'achat à l'entrée puisqu'on achète seulement la valeur de nue propriété. Donc là, toujours un enjeu d'emplacement, un enjeu de qualité du bien, mais sur du patrimonial, là, il y a un levier qu'on trouve intéressant quand on le met en face d'autres solutions. Mais qui ne servent pas les mêmes objectifs, c'est pas forcément pour les mêmes typologies de clients. Tout dépend de l'objectif initial, ouais. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci Mathieu Berthaud, directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Merci Arnaud Groussac, président de Patrimoine Store. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Dans cette nouvelle édition de l'œil du CGP, nous avons le plaisir de recevoir non pas un CGP, mais le président de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, Marc Lefebvre. Bonjour Marc Lefebvre. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre, décrypter ensemble la version 2023 de l'Observatoire des investisseurs individuels. Et vous constatez une année de plus, une fois de plus, que c'est une typologie d'investisseurs qui se rajeunit, ou en tout cas qui évolue. Tout à fait, un rajeunissement. C'est la deuxième étude que l'on fait dans ce domaine. La précédente était il y a un peu plus de 3 ans, 2 ans exactement. Et donc on voit effectivement un rajeunissement de ces nouveaux investisseurs. Donc les nouveaux investisseurs, ce sont des investisseurs qui sont arrivés justement
après le Covid, D'accord. 2020. Ouais. Donc c'est ça. Qui sont arrivés sur les marchés Exactement. financiers pendant la vague Covid. Oui. Exactement. Mais donc globalement, sur les investisseurs individuels, on voit effectivement une baisse de l'ordre de 4 ans. Donc c'est plutôt la moyenne d'âge 50 ans et non pas 54 ans. D'accord. On voit une féminisation de ces investisseurs qui s'intensifie, puisque plus de la moitié des investisseurs, 54% là aussi, sont des femmes. L'âge moyen, on en a parlé, mais également, très intéressant, près de 60% des investisseurs n'ont pas d'antécédents familiaux. C'est-à-dire des personnes qui vont investir alors que leurs parents ne les y ont pas nécessairement de leur propre encouragés. chef, s'intéressent à cette nouvelle matière par eux-mêmes. Tout à fait. Ouais. Donc, et alors, quand on parle de rajeunissement, alors vous nous avez dit effectivement qu'on est à un âge moyen de 54,4 ans, alors que c'était de 50,4 ans par exemple, alors que c'était 54,5 ans avant. Est-ce que ça veut dire que derrière cette moyenne, il y a une arrivée de très jeunes investisseurs sur le marché? Ça, oui. Le poids des 18-35 ans est vraiment en train de se renforcer. D'accord. À tel point d'ailleurs que ces nouveaux investisseurs, qui pour la plupart sont tirés par les jeunes, comme je le disais, atteignent 32%. Alors que c'était 20%. D'accord. Okay. Donc ça a doublé. Et donc ils sont arrivés depuis le Covid et ils sont restés, si je comprends bien. Ils sont restés, ils sont très actifs. D'accord. Là aussi, dans les statistiques, si on a le temps de trading et du nombre d'ordres, bien évidemment, ils vont contribuer plus largement que des classes d'âge un peu plus mûres, des retraités qui vont moins faire tourner leur portefeuille. Et on sait sur quoi ils investissent, sur quel type de produits? Est-ce qu'ils investissent directement en actions? Est-ce qu'ils investissent via des ETF? Alors là, on est sur cette étude plutôt orientée sur les actions, mais on voit une diversité des produits, et c'est ce à quoi d'ailleurs va s'attacher la F2IC, c'est qu'on veut maintenant pousser l'ensemble des classes d'actifs. D'accord. Ouais. Pas que la bourse. Un ancien boursier, j'étais 10 ans patron du listing chez Euronext, mais il n'y a pas que la bourse, il y a le private equity, le crowdlending, crowdfunding, et vous avez raison, tous les produits de bourse, ETF, Varan, qui ont tout à fait leur place. On est en train de mettre en place des partenariats avec différents brokers. C'est quelque chose qui attire effectivement peut-être davantage les jeunes. Et là, je lis effectivement qu'il y a quand même des secteurs qui sont privilégiés par les investisseurs aujourd'hui, banque, finance, énergie, pharmacie, pétrole aussi, télécommunications, Internet, et en même temps, finance verte. Voilà, ce que je veux dire, les premiers secteurs, c'est du très classique. Ouais, mais la finance verte, c'est plus récent. Et ce qu'on voit, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette étude, c'est cette trilogie d'investissement quelles sont les choses que cherchent les investisseurs. C'est perspective de croissance, rendement des dividendes, situation financière de l'entreprise. C'est les 3 éléments qui vont être analysés. Donc cette trilogie qui est classique, mais en 4e élément, donc on peut parler d'une tétralogie, 24% des investisseurs, et même plus de 34% si on parle des jeunes, vont aller chercher des sujets autour de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc on voit ce chemin vers l'ESG se développer fortement. Un résultat de l'étude que vous avez menée également de cet observatoire, c'est la manière d'informer, de s'informer de ces nouveaux investisseurs qui évoluent. On ne va plus chercher l'information au même endroit. Alors tout à fait. On a 3 grandes sources qui sont là, pour le coup, les sites internet spécialisés, la presse économique financière qui reste classique, mais surtout également les informations provenant des sociétés qui sont également classiques. Bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est bien la nouvelle tendance. Les réseaux sociaux, c'est une proportion qui atteint 64% au sein des nouveaux investisseurs. Donc 2/3 des nouveaux investisseurs vont se renseigner directement sur les réseaux sociaux, avec le risque... C'est ce que j'allais dire. Qu'en pense le professionnel de la finance que vous êtes de cette information provenant des réseaux sociaux? Vous savez que la pédagogie est au cœur de nos valeurs. On fait beaucoup de pédagogie pour justement attirer, mais sur la durée. Donc il ne s'agit pas de faire des coups. Donc là, il y a de gros bémols sur ce sujet. Et on travaille étroitement avec l'AMF qui, également dans sa mission première, est bien là pour protéger l'épargnant. Donc il y a beaucoup de protection, et si vous mélangez tout cela avec l'intelligence artificielle, mais effectivement, ça peut être très dangereux. Et il va falloir effectivement encadrer peut-être également cette information aussi. Merci beaucoup Marc Lefebvre de nous avoir accompagnés donc dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes président de la F2IC. Merci beaucoup et on se retrouve très vite sur Bismart.